Clélia Renucci, oh, on avait eu l'occasion de se voir ici même pour Concours pour le Paradis. Et puis ensuite, nous avons eu l'occasion d'échanger aussi pour la Fabrique des Souvenirs. Alors, Concours pour le Paradis, c'était la Renaissance. La Fabrique des Souvenirs, on revenait dans notre époque contemporaine. On était même un peu sur un roman d'anticipation. Et puis là, nous revenons à la Renaissance avec ce qui est votre nouveau titre, Le Pavillon des Oiseaux. Euh, on va parler bien sûr, hein, du pavillon et du personnage, mais la Renaissance est une période qui vous séduit, qui vous charme. C'est pour ça que vous aviez envie de nous y emmener à nouveau. Ah oui, cette période est totalement fascinante parce que c'est une période où de la beauté pure des arts, de l'invention de l'art moderne tel qu'ensuite il sera perpétué pendant des siècles. Et en même temps, c'est ce qui m'a intéressé là dans ce pavillon des oiseaux, dont je vois le livre pour la première fois. Donc je suis complètement, C'est beau, hein? je suis très émue. Mais c'est aussi une période de la redécouverte de l'Antiquité. Et c'est ce mélange de chrétienté, parce que les tableaux restent avec des sujets bibliques, mais de modernité absolue qui me fascine. Ouais, Et ça, cette c'est passion, sûr. vous savez la transmettre dans ce nouveau roman. Nous sommes à Rome, enfin en tout cas nous sommes en Italie, c'est la fin du XVIe siècle, nous sommes dans les dernières décennies de la Renaissance, et une Clélia peut en cacher une autre, puisque vous vous êtes emparé d'un personnage authentique. Clélia, cette Clélia dont nous allons parler, est la fille du cardinal Alessandro Farnèse, et elle est même petite fille ou arrière-petite fille de pape, jusque-là tout va bien. Elle va ensuite se marier pour épouser le duc Cesarini, et puis elle va avoir un amant qui n'est autre qu'un fils Médicis. Je plante le décor, mais en tout cas, cette Clélia, elle a existé. Comment l'avez-vous découverte? Je l'ai découverte en allant à Rome, en touriste, et en voyant que la Villa Médicis était désormais ouverte au public. Et alors là, pour moi, qui ai fait des études littéraires, qui aime l'art passionnément, je suis allée visiter la Villa Médicis dont les appartements étaient ouverts. Je crois que c'est grâce à Frédéric Mitterrand. Et en rentrant dans ces appartements, j'avais l'impression de revivre, je suis un peu 19e, 18e, mais Fragonard, David réunis qui peignaient devant moi. Et je rentre dans les appartements de Ferdinand de Médicis, qui maintenant m'est un proche, puisque c'est un personnage. Donc maintenant, j'ai l'impression d'être à la maison, mais à l'époque, je découvrais. Et ensuite, on va dans les jardins, et là, le guide nous montre un petit pavillon éloigné où le cardinal de Médicis, celui qui a fondé la villa, recevait ses maîtresses avec une porte dérobée qui menait directement dans Rome pour éviter d'avoir à repasser par l'entrée principale. Là, une idée de roman commence à naître immédiatement, rien qu'à l'idée de ce cardinal qui reçoit ses maîtresses, etc. Et ensuite, en sortant de ce pavillon, je vois qu'en plus, il s'appelle le pavillon de Clélia Farnèse. Je m'appelle Clélia. Quand on s'appelle Clélia et quand on s'appelle peut-être Bérénice ou enfin Béatrice, bon, on a une héroïne littéraire qui nous a précédés, Stendhalienne là en l'occurrence. Et je fais des recherches immédiatement sur cette Clélia Farnèse. Je vois qu'elle est fille illégitime de cardinal, petite fille de pape, amante, maîtresse d'un cardinal Médicis. Et là, le pavillon des oiseaux, le nom de ce pavillon était né. C'était une évidence. C'était une évidence. Alors Mais c'était en 2014, comme d'habitude, je suis un peu lente. Donc ça a mis 10 ans Mais à ça valait le coup, mûrir. ça valait le coup d'attendre. Cette Clélia, elle va grandir un peu cachée puisqu'elle est enfant illégitime. Et puis on va la marier très jeune au duc Césarini. C'est un couple qui va plutôt bien s'entendre, Mais oui. même si lui, il va dépenser l'argent sans compter. Et c'est un peu pour ça que Clélia va se réfugier dans les bras du cardinal Médicis, qui lui-même est un ami très proche de son mari. Mais vous découvrirez tout cela au fil des pages. Mais surtout, Clélia, c'est un peu... c'est quoi? C'est une diva de cette époque-là. Tout le monde la connaît. C'est une people de la Renaissance. C'est totalement ça. On peut le dire comme ça, c'est une people de la Renaissance. D'une d'une modernité saisissante, même dans son trio amoureux qu'elle crée, qu'elle entretient avec son mari, qu'elle aime beaucoup, qu'il aime aussi en retour, avec Médicis, que tout le monde adore, tout le monde est ami et en trio. Ça me fait penser à, je sais pas, Gala, Éluard et Dali, quoi. C'est quelque chose d'une modernité qui m'a saisi, moi, dans la relation amoureuse. Et Clélia, elle est connue
dans tout Rome. Quand Montaigne vient à Rome dans son voyage en Italie, il va voir Clélia. Quand Le Tasse écrit des poèmes, un poète romain de cette époque-là, il parle de Clélia. Et il y a autre chose qui parle de Clélia sans arrêt, c'est ce qui s'appelle les avisi. Les avisi, c'est les gazettes de l'époque. Et là, j'ai découvert tout un monde. C'est-à-dire que Gala et Closer n'ont rien inventé. Les avisi, c'était pire. Et si vous voulez, si j'ai le temps, je peux peut-être en citer juste un. En 1578, je vous le cite, je vous le livre. Alors, la nouvelle qui court dans Rome, selon laquelle la signora Clélia Farnèse aurait, par jalousie pour son mari, tué la belle Barbara, est non seulement étrangère à la vérité, mais absolument fausse. Et là, on voit toute la sournoiserie de ce qu'on appelait menanti, de ces journalistes de l'époque, qui, sans dire, évidemment, ils ne disent rien, mais ils disent tout. Et Clélia, ses faits et gestes sont analysés, décryptés. Quand elle est enceinte, on décide de qui elle perd. Évidemment, on dira que ce n'est pas son mari, naturellement. Quand elle fait une fausse couche, on le sait, tout. Tous ces faits et gestes, c'est la Bardot du XVIe siècle, c'est la Lady Di, c'est très impressionnant. En tout cas, c'est Clélia. Et alors, vous le dites, hein, elle fait l'actualité croustillante de cette période. Mais néanmoins, il ne faudrait pas s'arrêter à cela. Parce que Clélia, c'est aussi une femme d'affaires, une femme de pouvoir qui fait et défait des destins. Et puis qui va finalement, dans cette période où la femme n'a pas forcément le beau rôle, va réussir, elle, à tracer son histoire. Absolument. Et c'était vraiment son originalité que je ne percevais pas absolument dès le début. J'avais compris que c'était une beauté de Rome, très bien, ce qui n'est pas en soi particulièrement original. Je voyais qu'elle n'était ni peintre, ni poétesse comme des femmes qu'on peut redécouvrir aujourd'hui. Et quand j'ai compris qu'en fait c'était une femme de finance, au sens moderne du terme, je me suis dit, là je tiens quelque chose de réellement original. Parce que Clélia, pour le compte de sa famille, de la famille de son mari, totalement ruinée, au moment où son mari meurt, elle a des milliers d'écus de dettes et elle ne peut pas s'en sortir. Eh bien, elle monte avec le pape le premier emprunt personnel. Je vais vous prendre un exemple d'aujourd'hui. C'est comme si Arnault, la famille Arnault, était ruinée et Bernard Arnault lançait auprès des Français un grand emprunt pour que les Français lui donnent de l'argent et qu'évidemment, il leur donne des bénéfices sur LVMH qui n'irait plus bien. Et bien, c'est exactement pareil. Ce que Clélia fait, c'est d'une modernité saisissante. Elle lance ce grand emprunt auprès des Romains, ça cartonne au point que toutes les grandes familles romaines vont faire pareil, les Colonna, même son père Farnèse qui va lever un emprunt, et ils mettent leur terre en contrepartie de cet emprunt. Donc c'est une femme de haute finance, ce qui est vraiment... j'ai pas envie d'être genré, mais c'est quand même très masculin quoi, à cette époque. Ce n'est pas du tout le propre des femmes qui éventuellement pouvaient tenir la bourse de la maison, mais pas la haute finance romaine. Et elle est appuyée en ça par le pape et surtout sa sœur. Enfin ça, bon, vous verrez. Vous avez employé le terme modernité. Cette femme est très moderne finalement. C'est une femme d'aujourd'hui ? Bon, peut-être pas à ce point, mais allez savoir. Peut-être pas exagéré, on est au XVIe siècle, mais c'est vrai qu'elle a des préoccupations qui me semblent réunir certains de nos combats féministes modernes. C'est-à-dire, non seulement elle est, et ça aussi je trouve ça très moderne, à la recherche du bonheur comme fin en soi, ce qui me paraît pas être propre au XVIe siècle, et en plus, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, elle vit dans... Voilà, elle essaye d'imposer sa marque, en fait. Quelles sont les sources que vous avez utilisées pour retracer cette vie ? Ah, mais il y a eu beaucoup de... J'ai lu beaucoup de livres, il y a des volumes entiers publiés par l'École de Rome sur la Villa Médicis, sur la Villa Farnèse, donc ça, évidemment, je me suis renseigné, et ce que j'ai bien aimé faire dans ce roman, c'est, je vous parlais de ces avisi. Et en fait, les avisi sont conservés, en plus c'est romanesque en soi, dans les archives secrètes du Vatican. Toute la correspondance de Clélia est conservée dans ces archives secrètes et tous les avisi aussi. Et là, je me suis penché dans quelque chose qui n'était pas simple, mais la traduction du moyen italien en français. Je me suis fait aider évidemment par une spécialiste pour traduire au plus près ces avisi, et tout ce que je cite dans le livre est exact. Autour, je romance bien sûr, mais ça part de faits
réel. Et ensuite, j'ai aussi, évidemment, j'aime bien voyager. Et donc, je ne choisis pas mes sujets en fonction, mais je voyage en choisissant mes sujets, donc c'est à peu près pareil. Mais j'ai retracé toute la vie de Clélia, grandi sur les bords de l'Adriatique, je suis allé voir son château, etc. Enfin bref. Et justement, c'est un roman très vivant, virevoltant, parce qu'on va suivre Clélia aussi bien dans les palais romains que dans les campagnes italiennes. Vous vouliez que le lecteur soit embarqué avec vous. Vous avez eu envie de faire un roman dans lequel, finalement, la Renaissance, chacun pouvait s'y couler. Oui, bah, ça, c'est vrai que c'est ce que je recherche dans l'écriture, quoi. Je cherche vraiment un souffle. J'entends pas tant les mots qui s'accolent les uns aux autres que la phrase. Vraiment, je vois le livre dans sa totalité et j'essaye d'impulser un souffle romanesque. Le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, ce serait que mon livre est vivant, que mes personnages sont incarnés, qu'on s'y sent. C'est vraiment ce que j'essaye de produire. Et pour ça, j'écris avec... Ah, on entend de la musique. Ah non, pardon. J'écris avec de la musique romantique à fond la caisse dans les oreilles. J'écoute du Beethoven, du Tchaïkovski pour me donner cet élan vital que j'essaye de retranscrire à travers mon écriture. Lorsque l'on se prénomme Clélia et que l'on croise comme ça sur sa route d'écriture une Clélia, c'est quoi? C'est un clin d'œil du destin? Vous l'avez vécu comment? Ah oui, je l'ai vécu vraiment comme exactement. Un clin d'œil du destin. Il y avait une Clélie au 17e chez Mademoiselle de Scudéry. Il y a une Clélia merveilleuse chez Stendhal. Il y a Clélia là au 21e siècle. Tous les 2 siècles, faut faire renaître un peu les Clélia qui manquent sinon. Allez-y. Vous allez vous régaler avec l'histoire de Clélia Farnèse. C'est une femme absolument incroyable et effectivement, vous avez su lui rendre vie. Ça s'appelle Le Pavillon des oiseaux avec cette belle couverture. C'est votre actualité, Clélia Renucci. Merci. Merci. Et qu'est-ce que je suis contente de vous voir tous. C'est le bonheur. Merci. À bientôt.